Bonjour et bienvenue sur Mobility TV pour une émission aujourd'hui consacrée au taxi volant. Alors c'est vrai qu'ici on parle plutôt de véhicules à 4 roues qui roulent sur la route et donc là on va se tourner un petit peu vers le ciel avec nos invités en plateau. Je vais vous présenter Sébastien Couturier, directeur de l'innovation du groupe ADP. Bonjour et merci à vous d'être là. À vos côtés Pierre Bécard, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable mobilité urbaine aérienne à la RATP, au groupe RATP. En face de vous, Xavier Titelman. Bonjour. Bonjour. Xavier, expert aéronautique et à la tête d'aviation NXT. Je l'ai bien prononcé. Next, alors ouais, on va le faire à l'anglaise. Ouais, allez, ok, c'est parti. Et nous allons prendre la direction également de Toulouse avec Jörg Müller, responsable mobilité urbaine aérienne également du groupe Airbus. Bonjour à vous et merci d'être avec nous. Peut-être Xavier, pour commencer, quelques chiffres, quelques données. Donc, alors, taxi volant, déjà, peut-être, il y a différents mots, hein, drone, hélicoptère, c'est le taxi volant, le mot le plus simple, parce qu'on voit tout de suite à peu près à quoi ça correspond. Il y a aussi un terme anglo-saxon qui résume un petit peu ça. Oui, les UAV ou l'Urban Air Mobility. Voilà. Moi, j'aime bien le terme drone taxi, parce que taxi volant, on a l'impression que c'est une voiture sur laquelle il y a des ailes qui vont sortir. C'est ça, un truc un peu magique, on ne sait pas trop si c'est pour nous, en fait. Mais ce qu'il y a derrière vous, c'est plutôt un gros drone dans lequel on va pouvoir mettre des passagers. C'est ça. Ce terme-là que j'aime bien utiliser. Là, aujourd'hui, on est plutôt sur les prémices, évidemment. On a quelques systèmes qui marchent de manière opérationnelle avec des passagers à bord, avec des pilotes. Mais dans un premier temps, on est quand même sur un système qui sera très orienté sur le cargo, sur le déplacement de fret, sur la petite marchandise. Oui. C'est un marché aujourd'hui qui semble quasiment nul, mais on a des études qui nous disent déjà que c'est 42 milliards de dollars d'ici 2024, parce qu'on a Amazon, les livreurs de pizza, tous ces gens-là qui vont s'y mettre. Et puis petit à petit, on a des expérimentations, donc dès l'année prochaine peut-être en Chine, 2022 Dubaï et Singapour, 2023 Los Angeles, San Francisco, Sydney, donc ça commence à grossir. Paris en 2024, je pense qu'on va en parler. Et puis petit à petit, ça va quand même se démocratiser de plus en plus vite, avec un grand nombre de villes qui vont être aussi touchées. Et l'objectif, c'est d'arriver autour de 2028. Il faudra 60 000 pilotes de drones taxi dans le monde. C'est très important, il faut penser à tout ce qu'il y a autour de l'infrastructure. Et on a autour de 15 000 unités qui seraient disponibles autour de 2035. D'accord, donc il y a effectivement beaucoup de choses en cours et qui vont se perfectionner, se concrétiser effectivement rapidement. Peut-être avec vous, Jörg Müller, du côté d'Airbus, on voit derrière moi le City Airbus, hein, c'est ça, où en est le groupe Airbus de ces différents projets de drones volants. Donc il y a à la fois le transport possible de personnes, mais aussi de marchandises, hein, pour l'aspect fret, Xavier l'a évoqué. Oui, en effet, derrière vous, c'est le City Airbus. C'est notre drone taxi volant qui vole actuellement sur notre site à Manching, au nord de Munich, hein, et qui nous permet en fait de cumuler un certain nombre de compétences, de savoir sur le fonctionnement de ce gros drone que vous voyez là. Il faut imaginer que c'est un drone qui pèse quand même 2 tonnes 2, qui aurait la capacité de transporter autour de 4 personnes. Et donc du coup, de maîtriser ce genre d'engin, c'est quand même pas trivial. Et donc du coup, on travaille intensément là-dessus. Donc le City Airbus que vous voyez devant vous, derrière vous, c'est un exemple d'un taxi volant. On a exploré différentes technologies. Avec une aile, sans une aile, ceci ressemble en effet comme un gros drone boosté. Et tous ces objets ont des différents avantages et inconvénients. Donc celui-là, par exemple, il est relativement compact, il sait très bien faire du vol stationnaire, il est relativement une bonne visibilité, la cabine est grande, l'accès est facile. Mais selon la configuration qu'on choisit, on prend plus ou moins de performances qu'on peut atteindre, des vitesses, de distance de vol, etc. Mais aussi plus ou moins de difficultés qu'il faut après maîtriser. Très bien, donc il y a tous ces projets en cours. Sébastien Couturier, du côté du groupe ADP, donc les aéroports, évidemment, on pense tout de suite à des trajets aéroports, centre-ville ou proximité de grandes villes. C'est en train de se mettre en place, des réflexions, même plus que des réflexions, sont dans l'actualité. Qu'est-ce qu'on peut imaginer très vite pour les aéroports, enfin en tout cas autour des aéroports, avec ces taxis volants, drones taxis?
Comme Xavier le précisait, c'est vrai quand on regarde les études qui sortent aujourd'hui un peu partout dans le monde, les premiers cas d'usage qui sont évoqués, c'est les liaisons ville-aéroport, généralement des endroits qui sont assez congestionnés dans les grandes villes et où la recherche des clients, c'est évidemment de gagner du temps et d'avoir de la facilité dans ces déplacements. Donc pour nous, en fait, cette technologie, c'est aussi un moyen d'essayer d'adresser la troisième dimension, je dirais, dans des zones urbaines ou périurbaines. Et finalement, si je suis un peu schématique, c'est comment on arrive à conquérir un espace qui est situé entre 0 et 500 mètres en l'air. C'est finalement cette basse altitude. Est-ce qu'on peut identifier des cas d'usage? Est-ce qu'on peut développer des services? Quel est l'intérêt pour la société? Je pense qu'il faut s'intéresser aussi à l'intérêt de tout ça, quels sont les cas d'usage? Je crois que ça a été évoqué entre la logistique, entre le transport de personnes, entre le transport pour des enjeux médicaux par exemple. C'est tout ça qu'on va essayer d'explorer en fait au travers notamment du site expérimental qu'on a proposé en Ile-de-France. Donc pour les aéroports, c'est vrai que ça semble un peu évident. Pierre Bécard, pourquoi la RATP aussi partenaire de ces objets volants bientôt identifiés? Il n'y a pas que du métro, du bus, du tram à la RATP. L'idée, c'est aussi de proposer une mobilité supplémentaire? Exactement. RATP est présent évidemment sur tout ce qui est son cœur de métier, le transport de masse, le mass transit. Elle est aussi présente depuis une bonne dizaine d'années sur des compléments de mobilité, sur de nouvelles mobilités, soit en direct, soit en partenariat avec de nouveaux acteurs de la mobilité, pour offrir un package de mobilité à l'échelle d'une région, puisque ce qui va faire la valeur de cette nouvelle proposition, c'est son intégration à l'ensemble des offres de mobilité de façon, je dirais, le plus intégrée possible, de façon la plus utile. Et je crois que, voilà, c'était évoqué à l'instant, la valeur qui va être tirée, c'est vraiment la valeur d'usage pour le citoyen et pour la ville. On va parler du projet très concret qui a été lancé dans le Val d'Oise avec vous deux notamment. Xavier Titelman, on peut donc imaginer que je sors de mon avion et dans mon appli, pour savoir si je prends un taxi, un VTC, le métro, le RER, j'aurai peut-être aussi l'option dans quelques années, pourquoi pas l'option un peu premium du drone taxi? Ça, en fait, c'est la version finale. Dans un premier temps, on sera quand même sur des systèmes qui assureront des lignes qui seront prédéfinies, qui seront bien en ligne droite, il n'y aura pas de liberté, ce sera comme ce qu'on appelle les airways, donc peut-être que ce sera le Disneyland Roissy, et puis on s'arrêtera peut-être sur ces lignes-là pendant 1 ou 2 ans. Surtout parce que ça ne survole pas les villes dans un premier temps. Voilà, le temps de valider aussi tout ce concept. Dans un deuxième temps, il y aura peut-être un petit peu plus de liberté, 2026, 2028, là on commencera peut-être à avoir des connexions, comme un hélicoptère, de ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et ensuite, on passerait peut-être avec des systèmes qui deviendraient un petit peu plus autonomes, peut-être même plus de pilotes à bord à partir de 2030. Et donc là, on aurait la possibilité d'avoir des systèmes qui coûtent excessivement peu cher, moins cher qu'un Uber actuel, parce qu'il y a encore un chauffeur qui n'aurait plus besoin de payer. Et on est sur des systèmes qui seraient à peu près 60% moins onéreux que ce qu'on a sur une voiture en termes de maintenance, en termes de carburant évidemment, parce qu'on serait sur des systèmes purement électriques. Donc après, il y a certainement plein de choses à faire avec la blockchain. On pourrait imaginer un service qui nous amène de chez nous jusqu'à la gare et de la gare jusqu'à aller beaucoup plus loin. Donc vraiment une optimisation de toute l'offre. RATP, certainement SNCF et les autres se mettront aussi pour travailler tous ensemble sur une chaîne de bout en bout pour le transport. Donc on va revenir sur l'Île-de-France très vite. Jörg Müller, d'abord, du côté d'Airbus, sur une question sur l'aspect sécurité. Sébastien Couturier parlait du 0 à 500 mètres. Il y a tous ces aspects à prendre en compte. Et effectivement, on ne peut pas non plus amener son drone n'importe où, n'importe comment. L'espace aérien, ça se contrôle bien évidemment. Oui, évidemment, en fait, l'autorité européenne, l'EASA, qui a sorti spécifiquement un règlement qui encadre la certification de drones, donc des taxis volants, donc la technologie pour assurer une safety, une sécurité aérienne qui est équivalent à l'aviation commerciale que vous avez aujourd'hui. Et en plus, il faut commencer à digitaliser l'espace aérien, la gestion de l'espace aérien, parce qu'aujourd'hui, soit avec un grand aéroport, on a des avions qui partent sur un système instrumental de décollage et d'atterrissage, soit les pilotes en général naviguent à vue. Et donc, si on a un très grand nombre de taxis volants ou de drones dans le ciel, la navigation à vue, ça va plus aller. Donc, il faut aussi de nouveaux moyens technologiques digitaux pour gérer l'espace aérien, en effet, oui. Donc ça fait partie des enjeux sur
le projet qui est en train de se lancer dans le Val d'Oise, une filière de mobilité urbaine aérienne avec donc en français, véhicules à décollage vertical, parce que voilà, ça regroupe ces différents types de véhicules, d'objets. Comment ça va se mettre en place très concrètement là dans le Val d'Oise? Il y a un partenariat donc entre la région Île-de-France, ADP, la RATP, Volocopter aussi dans un premier temps. Allez-y, peut-être du côté de la RATP, qu'est-ce qui est en train de s'imaginer? Là, on commence à être dans le concret. Alors on rentre dans le concret. La maturité technologique, c'est évoqué, la maturité technologique est là. Les premières limites vont se trouver quand on va entrer dans l'environnement urbain avec toutes ces contraintes d'intégration. C'est ce que l'on a souhaité avec le groupe ADP créer, à savoir cet écosystème, cette capacité à tester l'ensemble des impacts, l'ensemble des opérations qui permettent effectivement, dans un environnement sécurisé, en l'occurrence à Pontoise, créer l'ensemble et lever l'ensemble des verrous visant à permettre effectivement des premiers tests en environnement urbain à l'horizon 2024. Oui, c'est ça. Donc il y a à ce stade un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé début octobre. Et donc, du coup, on ne l'a pas fait à Roissy ou à Orly. Dans le Val d'Oise, c'était un petit peu plus cohérent dans un premier temps. Ça va être vraiment des tests grandeur nature, c'est ça l'idée? Oui, absolument. Je crois que la clé, c'est la méthode. Comment on est crédible en fait, sur cette feuille de route jusqu'au JO 2024, qui sera une première étape, et puis à horizon 2028-30 pour quelque chose de plus industrialisé, déployé. Je crois que ce qui peut-être distingue notre initiative d'autres initiatives dans le monde, c'est d'avoir dressé des jalons en fait, progressif, parce qu'on va y aller par étapes, comme l'a expliqué Xavier, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et l'intérêt de cet aérodrome géré par le groupe ADP en fait, dans le système aéroportuaire parisien, c'est que c'est un environnement réel, même si ce n'est pas comparable avec Roissy, bien évidemment, mais il y a de l'activité, et il a été choisi également avec des multiples critères pour vérifier qu'il était adapté à ce qu'on voulait tester. Ça a été fait en lien d'ailleurs avec la Direction générale de l'aviation civile, et je pense que ce qui va être très intéressant, c'est, au-delà des promesses, pouvoir véritablement valider les concepts opérationnels, mesurer le bruit, la vitesse, les performances, l'impact au sol. Et aussi, je dirais, peut-être un élément qui est aussi central, c'est le volet acceptabilité. Comment finalement on peut associer les communautés qui vivent autour pour aussi faire de la pédagogie, expliquer, et également avoir des feedbacks sur de potentiels cas d'usage que nous n'aurions pas vu nous-mêmes. De ce point de vue-là, un vrai Living Lab en Ile-de-France, ça nous distingue probablement de toutes les initiatives dans le monde à l'heure actuelle. Xavier Titelman, sur des aspects très concrets, ça fait du bruit, on va forcément lever la tête, ou à la limite on ne va même pas forcément s'en apercevoir, ça dépend forcément aussi de l'altitude. Il y a différentes technologies, différents usages pour ces... Comme on est sur des systèmes qui sont quand même électriques, les moteurs électriques font moins de bruit. C'est ça. Donc il faut imaginer, c'est comme si on mettait 3-4 gros aspirateurs les uns à côté des autres, mais finalement qui volent à quelques dizaines de mètres. Ça peut faire moins de bruit qu'un camion poubelle qui passe le matin. Donc c'est vraiment ça. On arrive à des niveaux sonores qui sont relativement faibles. Et il y a d'ailleurs beaucoup d'études qui sont faites chez Airbus sur ces questions-là, l'acceptabilité d'un point de vue sonore. Et ce sera a priori une grosse amélioration parce qu'on pourra aussi désengorger le sol, on pourra peut-être rendre certaines routes à des piétons, à des mobilités douces telles que vous les promouvez. Donc on a vraiment toute une évolution qui va se faire dans le bon sens. On est non CO2 et on est moins bruyant. Et on permet aussi d'avoir des systèmes beaucoup plus rapides parce qu'aujourd'hui, s'il faut utiliser les moyens de transport terrestre pour aller, je redonne l'exemple de Charles de Gaulle jusqu'à Disneyland, évidemment, c'est plutôt 1h30. Là, on serait sur quelques dizaines de minutes avec un système qui est purement vert, très rapide, très efficace. Donc en termes d'expérience passager, c'est plus l'acceptabilité. Dans un premier temps, il y aura des pilotes. Donc là, il n'y a pas de souci, je ne m'inquiète pas de ce côté-là, parce qu'on prend des hélicoptères, ça existe déjà. Dans un deuxième temps, est-ce que les gens accepteront d'être soit contrôlés à distance, soit un système purement autonome avec de l'intelligence artificielle? Là, je parle quand même au-delà de 2030. Là, ce sera peut-être une question aussi d'acceptabilité sociale de ne pas avoir quelqu'un devant nous aux commandes. Oui, c'est ça, ça paraît encore un peu futuriste. Je me souviens, Pierre Bécard, avoir interviewé Catherine Guillouard, la patronne de la RATP, au moment de l'annonce, et donc qui disait que on peut imaginer aux environs de 2030, alors pas de l'avoir sur le pass Navigo, mais quasiment, ça paraît assez incroyable de se dire, alors ce sera un service premium, hein, toujours, mais même si on l'a vu, le côté coût sera peut-être pas beaucoup plus qu'une course en taxi ou en Uber avec beaucoup de bouchons. Ça paraît un peu incroyable, mais on n'est pas si loin que ça. On n'est pas loin. J'évoquais la maturité qui est là. Aujourd'hui, effectivement, tout l'enjeu est d'intégrer cette solution
au sein d'un écosystème de mobilité. Et d'ailleurs, ce qui va se passer à Paris sera sans doute assez différent de ce qui va se passer dans d'autres villes dans le monde. Ouais. La configuration de Paris et de sa région est assez différente, donc les usages seront différents. Et tout l'enjeu pour nous, opérateurs, et par l'expérience que nous avons de ce type de nouvelle mobilité, c'est la capacité à trouver la juste place de cette solution parmi l'offre de mobilité, avec toujours cet objectif qui est de réduire l'usage individuel. Voilà, c'est véritablement le challenge qui est au travers de cette magnifique aventure, que effectivement de lui trouver la bonne place, cette bonne place en termes de mix mobilité, c'est-à-dire place parmi les autres solutions de mobilité pour ne pas faire concurrence. On n'est pas là pour apporter de la concurrence, on est là pour apporter de la solution et des solutions, mais aussi en termes de juste place dans la ville, des questions d'intégration. Et là-dessus, le groupe RATP a un certain nombre d'expériences, longue expérience de l'intégration de nouveaux modes de transport en environnement urbain. C'est, je dirais, par rapport à tous ces experts de l'aéronautique et de l'environnement aérien, c'est un peu ce que nous pouvons nous apporter, c'est cette connaissance de l'urbain. C'est la grosse différence. J'allais dire, c'est la grosse différence avec les autres. Par exemple, si on regarde Vancouver, dont on parlait tout à l'heure, Vancouver, par exemple, n'a pas du tout la même architecture géographique que Paris. Il y a des plans d'eau. Et donc là, c'est des investissements massifs parce qu'il faut multiplier, plutôt que de construire des autoroutes et des ponts et des tunnels supplémentaires. Ils veulent vraiment relier différents points de la ville d'une manière beaucoup plus massive. Alors qu'aujourd'hui, en France, à Paris, on est quand même très bien reliés. On a le train, on a beaucoup de moyens de transport qui font qu'on n'a pas besoin d'intensification aussi importante qu'on aurait dans des villes comme Sydney ou Vancouver. Et justement, allez-y. Par contre, si je peux me permettre, effectivement, on n'a pas besoin du même niveau de service et du même service. Pour autant, on se rend bien compte que l'Île-de-France n'est pas une entité unique, que l'Île-de-France a des pôles d'emploi, d'activités qui sont multipolaires. Et tout l'enjeu, effectivement, d'apporter ce rapprochement temporel et cette réduction des temps de trajet qu'on peut trouver entre des pôles assez distants. En Île-de-France, on a beaucoup parlé ces dernières années du plateau de Saclay. Voilà, c'est une cible évidente pour ce type de service. Et justement, Jörg Müller, du côté d'Airbus, cette adaptation selon les endroits, les villes, c'est ce que vous connaissez, j'imagine, projet par projet. Il faut à chaque fois intégrer au mieux l'espace aérien, la logique urbaine. Oui, évidemment, c'est quand même très spécifique à chaque ville et à chaque législation, on va dire aussi, qui est en place dans un certain pays pour encadrer les transports publics ou l'aérien, l'industrie aérienne. Néanmoins, en fait, je pense quand même qu'il faut pouvoir montrer que ça fonctionne. Et Paris et Île-de-France, c'est évidemment un endroit formidable. C'est une grande mégacity européenne dans nos pays dans lesquels nous on est implanté en tant qu'Airbus aussi, donc proche de chez nous, qui a un rayonnement mondial. Donc si ça fonctionne à Paris, c'est quand même une bonne base pour montrer que c'est quelque chose qui peut fonctionner dans le monde entier. Donc oui, avec une adaptation locale, mais quand même, le système de base, il faut le prouver que ça marche. Donc avec un vrai enjeu Paris 2024, Sébastien Couturier, c'est l'objectif. On a une opportunité exceptionnelle, je pense, avec les Jeux Olympiques. C'est un driver énorme pour l'ensemble de l'écosystème qu'on est en train de pousser. Et moi, je trouve que ce qui différencie aussi notre initiative, c'est le fait d'avoir aligné la région, un groupe comme la RATP, ADP. On est chacun très complémentaires et c'est ça qui va faire qu'à un moment, on va pouvoir, je pense, transformer l'essai. On a la Coupe du Monde d'ailleurs de rugby en 2023. Je sais aussi, qui peut être un premier ballon d'essai. Voilà. Mais c'est vraiment un catalyseur et ça, c'est une opportunité exceptionnelle pour nous. Puis je pense que je voudrais revenir sur un point qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure. C'est un système de transport qui va être assez light en termes d'impact sur l'infrastructure. En fait, on est en train de réinventer quelque part un nouveau mode de transport. D'ailleurs, de temps en temps, on se sent un peu comme ce qu'ont dû vivre les pionniers de l'aviation parce qu'il faut par moment un peu réinventer l'ensemble de la chaîne du transport. Mais en termes d'infrastructure sol, pour ce qui nous concerne, ce qu'on va vouloir chercher, c'est quelque chose de light, modulable, où le principe, c'est que des gens doivent traverser finalement ce qu'on appelle des vertiports, ces infrastructures physiques, et non pas stagner dans des vertiports, puisque tout l'enjeu, ça va être la fluidité, ce parcours seamless. Et je trouve que là aussi, on a un défi qui est incroyable, et avec finalement des technologies qu'on utilise aujourd'hui par ailleurs, comme la biométrie et autres, on va être capable normalement d'offrir ce parcours vraiment fluide, door to door. Donc ça, c'est également un objectif, parce qu'il va falloir raisonner au-delà de
véhicule, du vol. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est le parcours passager de A à Z, le parcours des bagages de A à Z. Donc voilà, il va falloir travailler sur vraiment l'ensemble de l'expérience client. Donc pour les aéroports, il faut imaginer aussi, du coup, peut-être pas un terminal complet, mais en tout cas un vertiport, en tout cas un vrai espace consacré à ces drones taxis. Non, ce sera certainement beaucoup plus simple que les héliports, justement, parce qu'il y a moins de bruit, parce qu'il y a moins de souffle, parce que c'est plus facile à gérer, ça se tient sur une plus petite place. Quand on voit les projets qui sont aujourd'hui, alors il y a certains endroits qui sont dédiés, purement dédiés, on met un espace, mais on voit aussi mettre ça sur le toit des Galeries Lafayette ou ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer sur le toit de la Défense, c'est sûr qu'il y aura, pour rejoindre la Défense avec le plateau de Saclay, c'est sûr qu'on pourra mettre sur la place centrale des drones taxis. Et ça, ce sera vraiment quelque chose qui permettra un gain de temps très important. Donc la RATP recherche des toits dans Paris, hein, c'est un peu l'idée forcément de se dire où est-ce qu'on voit, pas tout de suite, mais en tout cas, ce ne sera pas des arrêts de bus, hein, mais en tout cas... On travaille très, très, très sincèrement sur un réseau à l'horizon 2030. Hein. Contrairement à ce qui a été évoqué tout à l'heure, là, on ne va pas ouvrir la polémique, mais je pense que le voyageur sera une première application devant le fret, en tout cas en environnement urbain, et en tout cas hors peut-être pas à grande échelle, mais en tout cas besoin d'urgence. Pourquoi ? Parce que la valeur socio-économique du transport de voyageurs, elle dépasse quand même assez largement la valeur socio-économique du transport de pizza, quoi. Là, il faut rester quand même assez clair par rapport à ça. Donc effectivement, on a un plan Horizon 2030 avec le déploiement en Ile-de-France d'infrastructures. On va utiliser nos assets. On a en Ile-de-France un certain nombre de propriétés foncières complémentaires de celles d'aéroports de Paris d'ailleurs. Oui, et voilà, et c'est aussi l'enjeu de cette collaboration que d'offrir un certain nombre de terrains qui permettront demain de construire un vrai réseau complémentaire aux autres réseaux de transport. Puis si je peux me permettre avec Pierre, souvent on mentionne le fait qu'on est dans un environnement très compétitif finalement. Vous avez parlé des environnements asiatiques aux États-Unis, en Europe, on voit ce qui se passe côté Londres, on voit ce qui se passe côté Allemagne. Il y a beaucoup d'initiatives en ce moment. On sait qu'avec la crise Covid, ces acteurs-là, qui soient des acteurs aussi puissants qu'Airbus ou des startups, vont devoir prioriser leurs investissements, leur lieu d'implantation. Donc on veut en être. Et donc clairement, il faut aligner l'offre de valeur que peut proposer la région Île-de-France pour ce qui nous concerne. Et on pense que là, on a des atouts indéniables. Eh bien, parfait, c'est passionnant et c'est en train de se faire. Donc, on aura l'occasion forcément de revenir sur ces sujets. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup et à bientôt sur Mobility TV.